Bonsoir à tous et chacun. Nous sommes là pour le compte de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence Antenna. C'est l'émission Podium F. Alors pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Madame Berthe Wallo qui est au cadre au sein du parti Lumumbiste, chargé bel et bien de questions extérieures. Voilà, un peu ça avec mon invité. Nous allons parler de sujets qui défrayent la chronique, de l'actualité qui reste dominée par des problèmes internes du pays. Voilà, il faut qu'il y ait un changement à tout prix. Le changement à tous les niveaux, c'est le souhait ardent de plus d'un Congolais. Comment faire? Nous avons un gouvernement qui est mis en place. S'il faut estimer un mois déjà que le gouvernement a été investi, les changements, nous constatons, mollo, ça semble aller. Est-ce qu'il y a de quoi? Qu'il y a des problèmes qui persistent, surtout l'insécurité, ainsi de suite, et les vécus quotidiens, ça pose un peu problème. Alors, une femme est là, une femme dans la politique qui veut bien parler du développement de son pays. Madame Berthe, bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui, ça va pas mal. Parlez-nous un peu de votre formation politique et la santé de votre parti politique. Ça va, le MNC est là, le parti avant-gardiste, parti de Patrice Lumumba. C'est un parti avant-gardiste. Voilà, le tout premier parti de la RDC, fondé le 10 octobre 1958. Qui ne se retrouve nulle part. Et pourtant, nous faisons partie de la mouvance, je dirais. Qu'est-ce qui justifie cette réalité? Vous ne vous plaignez pas? Parce que normalement, vous devez occuper aussi une place de choix. Parfois, on n'a pas à se plaindre, n'est-ce pas? Parfois, comme nous ne cessons de le dire, nous sommes un parti lumumbiste. Donc, par idéologie, nous voulons respecter ces noms-là. Et nous n'avons pas à nous plaindre. Nous sommes là, nous faisons ce que nous avons à faire. Et les décideurs auront à faire ce qu'ils ont à faire aussi. Mais nous n'allons pas cesser de parler. On parle, on souligne des choses, mais on ne se plaint pas. Dans ce gouvernement, combien de membres de votre parti politique? C'est ce que je viens de dire. Nous sommes nulle part. Et pourtant, nous avons pris part à toutes les échéances. Et vous n'êtes pas monté au créneau pour manifester votre mécontentement. Mais c'est ce que nous devons changer dans notre pays. On n'est pas obligé de monter sur des créneaux. Parfois, les gens doivent tout simplement être justes. Il y a 2 ans, nous avons célébré le retour des reliques de Patrice Lumumba dans ces pays. Le monde entier nous a regardés. En présence du roi de la Belgique. Aujourd'hui, on ne se gêne pas. On se gêne pas. Lumumba est célébré comme un héros planétaire partout dans le monde. Et après 2 ans de retour de son relique, son parti est étouffé dans son propre pays. Il n'est nulle part. Et les gens vont se poser la question, c'est quelle hypocrisie ça qui ne dit pas son nom? Ce n'est pas lié au problème interne au sein de votre parti? Il n'y a pas de parti interne, notre parti est bien... Vous parlez le même langage, vous pensez on n'a pas du tout de problème dans notre parti politique. On n'a pas de problème, nous sommes là, on a un président, on a un secrétaire national, on a tout ce qu'il faut. Nous a-t-on approché? Non. Les a-t-on approchés? Oui. Mais voilà quoi. Mais votre voix ne se fait pas entendre et là, ça suscite des inquiétudes. Voilà, toute cette explication est pour dire que la balle n'est pas dans notre camp. Hein? Mais nous sommes là pour la RDC. Nous avons des cerveaux aussi dans notre parti. Lumumba, en mourant, il n'a pas vécu longtemps, il a fait ce qu'il a fait. Mais il a laissé des idéaux qui sont importants pour ce parti. Le parti est membre de l'Union sacrée? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que si la RDC tarde à émerger vraiment là où devrait l'être, c'est parce qu'on a négligé. On a négligé, c'est dont le père de l'indépendance a voulu cette indépendance. Puisque lorsque vous voulez, par exemple, devenir journaliste, vous faites des études, vous étudiez la question, vous faites vos recherches et vous devenez journaliste. Lorsque Patrice Lumumba et ses pères voulaient l'indépendance de ces pays, ils avaient 2 points. Mettre les Congolais au centre de tout, la non-parité de notre pays. Il y a au moins 5 points. Est-ce que ces points-là ont été mis en avance depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui? C'est ce qu'il faut. Alors nous sommes là, nous sommes détenteurs du programme de Patrice Lumumba. Et les gens choisissent à temps
comment aller prendre comment un mot, une phrase, je suis le mumbiste. C'est pas ça, c'est pas ça. Prendre quelque chose, dire quelque chose là-dessus et puis passer. Mais non, prenez l'ensemble. C'est pour ça qu'il est mort. On l'aura pas tué comme ça si ce qu'il voulait pour la RDC n'était pas conséquent pour la RDC. Mais moi, je vois, il y a quelque chose qui me vient en esprit. C'est la résidence de Patrice Emery Lumumba. Ne fût-ce que valoriser cette résidence, que ce soit transformé en un lieu touristique. Non seulement ça sera lui valoriser, ça va quand même aussi nous rapporter quelque chose. Là encore, c'est pas exécuté, ça ne se fait pas, et ainsi de suite. Au niveau de votre formation politique, n'est-ce pas que vous devez déployer aussi des efforts en ce sens mais Patrice Lumumba, dès sa mort, il a cessé d'être un individu, vous savez. Mettre en valeur sa résidence. Patrice Lumumba est devenu la patrimoine national. Et donc, nous avons un ministère de la culture, nous avons un ministère, du tourisme, qui peuvent exploiter cette proposition. Parce que même dans ça n'appartient pas au parti politique. On voit, il y a son véhicule. Voilà, son Cadillac est là. Son Cadillac est là. Lumumba n'appartient pas à sa famille, il n'appartient pas à son parti politique, il appartient à la RDC et à l'Afrique et au monde. Lumumba est célébré en Chine, il est célébré en Russie. Ces pays ne sont pas, et ça pour ne citer que quelques, même en Mongolie, Lumumba est célébré. Donc pour ne citer que quelques pays, mais Lumumba est avant tout congolais. Donc ici, lorsqu'on arrive au Congo, on devrait vraiment sentir qu'on est dans le pays de Patrice Lumumba. Il est le père de l'indépendance? L'unique d'ailleurs, je dirais. L'unique père de l'indépendance. On peut me dire, du matin au soir, on peut me dire mille et une choses, mais les faits sont là. L'unique père de l'indépendance. Mais lui, au moins, il est quand même valorisé, bien que vous déplorez certaines réalités. Valorisé par rapport à quoi, madame? Que je vous retourne, que je reprenne un peu votre place. Le 17 janvier. Non, vous voulez dire, ça, ce n'est pas valorisé, c'est célébrer la date de l'assassinat de quelqu'un. C'est pas valorisé. Parce qu'on ne sait pas. Vous savez, Patrice Lumumba est plus fort dans la mort que vif. Vous comprenez? Il faut qu'il soit élevé au rang des héros. C'est important. Mais il y a de... Parce qu'il y a Bolikango, il y a Poso, il y a d'autres là, que jusque-là, on ne les reconnaît pas, ils ne sont pas élevés, et ainsi de suite. Mais on ne parle que de Lumumba. Mais alors, moi, je trouve qu'au niveau de votre formation politique, vous devez déployer aussi des efforts pour réclamer ce qui n'est pas fait. Vous citez des noms auxquels, si moi je vais clarifier, ça va faire un clash avec certaines personnes ou certains pensées politiques. Mais ce que je peux dire est que si Lumumba est élevé au rang du héros national et pas les autres, sachez très bien qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, c'est pas à moi de commencer à les dire ici. Mais ce que je peux dire en ce qui concerne Patrice Lumumba est que on ne peut pas faire une chose et son contraire. Lumumba est le héros national, le père de l'indépendance. Il faut très bien que nos autorités, le pays tout entier, les célèbrent comme tel. C'est comme si on fait des choses, ça la passe, pour que. Mais il n'y a pas vraiment une volonté ardente de célébrer cette personne comme telle. Voilà, le pays a célébré son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale le 30 juin et le chef de l'État a adressé un discours à la nation à l'occasion, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces discours, par exemple? Moi, je pense qu'il était conséquent. Voilà. Le discours était conséquent, vraiment rien à dire, à rajouter ou à critiquer. Il était conséquent pour l'occasion. Et voilà, nous attendons toujours toutes les promesses. Bien qu'il n'y avait pas des activités protocolaires, hein, nous avons célébré le 30 juin 2024 dans la méditation. Pourquoi? Parce que à l'est de la RDC, les problèmes persistent, ainsi de suite. Et notre indépendance qui est toujours menacée à travers la balkanisation menaçante de l'Est. Donc, si les autorités ont trouvé que cette année, on pouvait s'en passer des activités protocolaires, ça ne change pas grand-chose. Pourvu que le pays aille un peu de l'avant, que cette menace de l'Est cesse, qu'on mette le paquet pour
pour qu'on en finisse. En disant cela, je ne veux pas dire qu'ils ne les font pas, mais je pense qu'on peut faire plus. Parce que ce qu'on a fait jusque-là ne nous a pas débarrassés de ces conflits. Madame Berthe Wallo, nous sommes à l'aube du second mandat du président Félix Tshisekedi, ainsi de suite. À première vue, quel est le constat que vous faites depuis que le gouvernement a été mis en place? Est-ce que vous sentez déjà l'idée ou l'ambition du changement, ou bien c'est le silence radio? Oui, moi, j'ai souvent du mal, j'aime donner du critique constructif. Et vous savez qu'il est trop tôt pour les donner en ce qui concerne ces nouveaux gouvernements. Vous attendez 100 jours après? Pas forcément. S'il y avait quelque chose de mal ou de mauvais, je pense qu'on l'aurait déjà vu. Et pas seulement Madame Berthe Wallo, mais nombreux seraient déjà montés sur les créneaux. Et jusque-là, je ne vois personne. Bon signe d'ailleurs. Mais je pense que ce deuxième mandat me paraît un peu plus paisible que le premier. Et j'ai de quoi espérer. Que d'ici 100 jours peut-être ou au-delà, on aura de bonnes choses pour notre pays. Paisible comment, au moment où même au sein de l'UDPS on voit Augustin Kabouya qui est lynché par d'aucuns? Non, ça c'est typiquement, c'est comme on dit, des problèmes internes, voilà, à un parti politique. Ça ne peut pas vraiment, je comprends pourquoi ça semble être nationalisé, c'est parce qu'il s'agit du parti des chefs de l'État. Voilà. Mais normalement, ça n'a rien à voir avec le pays. Par exemple. Non, parce que lui, il est le président de tous les Congolais, il n'est pas que le président de l'UDPS ou les gens de l'UDPS. Donc, nous laissons le linge sale se laver entre les gens de l'UDPS et nous continuons. Nous, on bouge avec la RDC. Laisse de la RDC, laisse à désirer, ainsi de suite. Vous avez appris ce qui s'est passé avec Corneille Nangaa dans une église. Il apparaît comme ça et il prononce son discours à la fin. On lui donne la parole, il dit ce qu'il avait à dire. C'est au sein de l'église catholique et tout le monde en parle négativement. Pourquoi il devait intervenir, ainsi de suite, et tout. Et l'église catholique, par la voie autorisée, la Synco, s'est prononcée là-dessus pour éclairer qu'il n'y a rien entre l'église et les chefs de cette rébellion, Corneille Nangaa. Et cette nouvelle également, on peut avoir votre opinion quand... Mais bien sûr, Corneille Nangaa, je pense qu'il fait une guerre perdue d'avance. En ce moment où les Congolais se liguent pour sortir leur pays du joug des Occidentaux, du Rwanda, parce que c'est comme ça, les gens ont tendance à pointer les doigts au Rwanda parce qu'il a accepté de se faire le sale boulot des Occidentaux. Mais en fait, ceux qui nous tuent à l'Est, c'est les anglophones, c'est les Occidentaux. C'est comme quand, je ne sais plus, j'ai oublié un certain père des indépendances des pays africains disait, si un jour, non, je crois que c'était Martin Luther King qui disait, si un jour on me tue, sachez très bien qu'un homme blanc aurait armé un noir. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est toujours passé en Afrique et c'est ce qui se passe encore une fois à l'est de notre pays. Kagame a accepté de tenir, de tirer la gâchette contre la RDC, mais en réalité, ce n'est pas pour les Rwandais qu'il le fait, ce n'est pas pour les Rwandais. Non, mais lorsque Corneille Nangaa arrive à prendre d'assaut l'église catholique, et enfin il parle quand même. J'arrive. Donc, Corneille Nangaa également vient de faire ce sale boulot, d'accepter de jouer cette carte-là perdue d'avance. Pour chercher la petite bête à l'église catholique. Nous avons déjà compris ces jeux-là depuis de lustres années que ça se joue, ça se répète. C'est la même chose. On va aller chercher Kunda Batouari, et puis on va aller chercher tout le temps des warlords qu'on nous ramène. Et cette fois-ci, il a accepté, lui, puisque lui, il a jadis été le président de la CENI. Donc, il n'y aura pas de doute que c'est un Congolais. Et donc, il a accepté ce sale boulot. Et il n'est pas un patriote.
C'est pas le travail. S'il a des problèmes avec le gouvernement congolais ou ses frères congolais d'une façon ou d'une autre, il n'a qu'à les résoudre. C'est les linges sales qui devraient se laver entre eux. Lorsqu'on le voit prendre d'assaut l'église catholique... Il n'a pas pris d'assaut l'église, vous savez. Il a participé. Ces choses-là ne se prennent pas d'assez. Il a participé à la célébration eucharistique. Voilà. Mais ce qui fait que nous puissions parler, c'est à la fin de la célébration eucharistique, il a pris la parole pour adresser son message. Vous avez vu, non? On l'a invité, la personne qui était là l'a invité, on l'a appelé. Il ne s'est pas levé comme ça, aller prendre les micros. Vous voyez, ces choses-là... C'est pas pour chercher noise à l'église catholique. Non, c'est du préparé. Non, mais écoutez, pas du tout. Il ne peut pas arriver comme ça dans une église, aller devant alors que nous voyons la personne devant, l'inviter, prendre la parole. Non. Ou bien le prêtre aussi l'a laissé faire pour éviter les pétards. Cette église-là, vous n'avez qu'à regarder, je crois que là, je vais encore, je ne sais pas me faire traiter de parano, mais regardez bien les gens qui étaient dans cette église, s'ils ressemblent à des Congolais. Et c'est la même église qu'on nous a toujours montré, l'église de Minembwe remplie de Rwandais. C'est la même église. Donc là, c'était le marketing rwandais en plein boulot. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique. Et je ne sais pas si on peut même appeler cette église l'église catholique des Congolais. C'est ça. Ça, c'est l'église des gens de Minembwe, des Rwandais de Minembwe. Mais moi, je suis touchée dans mon fort intérieur quand je vois pendant le vote au Rwanda, on nous a fait montrer des Congolais aller voter Paul Kagame, ainsi de suite, traverser les frontières pour aller voter Paul Kagame. En tout cas, là, personnellement, j'étais très touchée. Et vous avez vu leur cas pour vraiment déterminer que c'était des Congolais? Ou ils se sont prononcés eux-mêmes qu'ils étaient des Congolais? Peut-être. Dans tous les cas... Nous connaissons la morphologie des Congolais. Bon, de toute façon, dans tous les cas, nous Congolais, nous sommes un peu... Ils étaient influencés ou comment? Ils craignent à ce qu'il y ait des répercussions négatives. Je retire un peu ce que je voulais dire sur la corruptibilité des Congolais. Je vais plutôt dire, vous savez, la situation au Congo, en fait, la pauvreté qui vraiment côtoie le peuple congolais est quelque chose bien conçu, c'est bien préconçu. Parce qu'on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Cet homme-là, ces Congolais vivant, je ne sais pas moi, Goma ou quel coin de l'Est du pays qui va aller voter Paul Kagame, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire est antipatriotique. Mais il doit aller le faire. Parce que la dame, le monsieur, il regarde et il s'est dit, pendant que moi j'ai des gares ici, ma femme, mon mari, mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont à manger? Avant tout, que je mange, que de demeurer en vie pour être un vrai patriote congolais. Alors que je n'ai pas à manger, et là-bas on m'offre un petit 5 000 francs, je n'ai qu'à prendre ça. De toute façon, les Rwandais, ce n'est pas mon pays. Je vais aller voter et puis c'est leur problème. Et il ne regarde plus loin les retombées de son acte, de son geste, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est d'abord son survie. Et c'est ça la raison de la pauvreté qu'on impose aux Congolais dans leur propre pays. Et là, quand je dis ça, je ne vois pas le gouvernement. Rien sur la valeur de leur patrie. Voilà. Est-ce qu'il est en état de faire ces raisonnements? Il n'est pas, parce que son ventre est entré dans l'embêté. Il ne peut pas. C'est impossible. Vous vous réveillez un beau matin comme ça, vous n'avez rien mangé, le cerveau ne fonctionne même pas. Alors, quoi que d'aller dire Madame Berthoalo, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on se l'est dit, il y a des défis à relever. 6 piliers, comme le chef de l'État a cela signifié, pour essayer un peu de revoir les choses, enfin qu'il y ait du succès. Donc c'est que ce gouvernement du second mandat, le gouvernement de Soumia, Souminois, voilà. J'ai un peu de difficulté pour prononcer son nom. D'ailleurs, avant de poser cette question, une femme à la tête de ce gouvernement, beaucoup ont parlé de ça, ainsi de suite. Vous la trouvez capable de sortir ce pays du chaos, ainsi de suite? Est-ce que c'est une femme stoïque? C'est une femme, elle ne sera pas manipulée par les réalités du pays, ainsi de suite, ou bien elle sera à la hauteur pour défendre les intérêts de la nation?
des gens, quand je vois, j'espère qu'elle sait le poids qu'elle a sur ses épaules, non seulement relever les défis du pays, mais également la femme congolaise qui l'observe, qui lui dit maman, don't let us down, comme les Anglais diraient, ne nous laisse pas tomber. Il faut leur montrer que la femme congolaise est bien capable. Et compte tenu de son CV que nous avons... Le cœur maternel ne va pas... Mais c'est ce cœur-là d'ailleurs qui fait mieux les choses. Donc nous sommes... personnellement, j'espère qu'elle le fera. Hein? Je regarde ce qui se passe avec un œil positif et avec toute ma bénédiction en tout cas. Et je lui souhaite vraiment de réussir, puisque c'est la première fois. Et c'est suite à cela qu'un jour on dira, ah, les Congolais se lèveront pour dire non, nous voulons encore une femme. On se souvient du gouvernement de Maman Souminois. Donc nous voulons encore une femme comme elle, parce que quand c'est les hommes, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc elle a ces défis à relever. Un artiste, un musicien congolais a été interpellé par la justice congolaise à cause de ses propos. Voilà un peu, je ne sais pas, les propos discourtois. Voilà, il a semblé dire que la RDC a croisé le bras et voilà, le Rwanda fait ce qu'il peut faire. Moi, je pense que ces propos auraient pu être les propos comme pour booster un peu. Hein? Tonga et Tonga, pour que... Donc, sans intention mauvaise aucune. Non, je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas. Vous savez, les Congolais aiment beaucoup son pays, malgré nos bêtises, hein, à l'égard de parfois nos péchés mignons, à l'égard de notre pays. Nous aimons beaucoup notre pays. Et je ne veux pas me faire l'avocat du diable ici, mais je pense que c'était seulement parce que ça hyper dur, ces conflits. Ça hyper dur. Mais nos frères, nos sœurs, nos enfants, ça meurt là-bas. Ça ne laisse personne. Voilà. Et nous savons que beaucoup de ressources du pays y vont. Voilà. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, voilà, le pays a croisé les bras et a laissé ces bonhommes-là de crier victoire sur nous. C'est une façon de dire, vous avez déjà vu un enfant qui rentre à la maison pleurnicher, maman, on m'a tapé, et toi tu le prends encore, tu tapes dessus pour lui dire, allez, va défendre ton honneur. Je pense que c'était dans ce sens-là, mais je ne voudrais pas être l'avocat du diable non plus. Ça, c'est mon observation, c'est mon raisonnement à moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Les défis à relever sont énormes et de plusieurs ordres, ainsi de suite, pour qu'il y ait du succès. Donc, c'est que ce qui devait être fait, il faut commencer par où exactement, Madame Berthe Wallo? Le vécu quotidien des Congolais, ça pose problème. Ainsi de suite. Les taux de change aujourd'hui là, manger à sa faim en RDC, c'est pas facile. Nouer les débuts du mois, vous êtes maire, ce n'est pas facile en République démocratique du Congo. Circuler librement en tout ce qui est études, là aussi, ça pose problème. Il y a les problèmes d'insécurité urbaine, ainsi de suite. Il faut commencer par où? Ou simultanément par où pour relever les défis d'envergure. Mais c'est ça justement le défi qui attend l'actuel nouveau gouvernement. C'est à eux maintenant de s'asseoir autour d'une table et de voir cas par cas. Hein, et par exemple le cas de l'insécurité urbaine. Et on s'est dit, bon d'accord, le ministère tel, le gouvernorat, vous allez attaquer comme ça, nous on va faire pour en finir une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, je pense que c'est une façon de le dire. Mais dire que il y a un remède, puisque le dire ici, moi, sur votre plateau, c'est comme si tout ce que le précédent et l'actuel gouvernement peut-être fait jusque-là, ils ne servent à rien, il n'y a que moi, non. Je pense que nous avons des ennemis qui sont déterminés, à ne pas laisser notre pays tranquille. Et notre souci devra être celui d'être au-dessus, de faire, comment dire, French.
français. Non, mais parler en anglais, ça va venir en français. Espérons que nous allons comprendre, parce que moi, je pige le français, mais l'anglais... On ne va pas faire ça à nos téléspectateurs quand même, pendant que vous allez comprendre, et eux alors. Mais sinon, j'allais dire pronostiquer. Hein? Faire le programme en avance. Essayer de l'intelligence, service l'intelligence, c'est-à-dire savoir que lorsque nous allons commencer à faire ceci, nos ennemis sont susceptibles de faire cela et déjà mettre certains programmes en place pour les contrer. Déjà, c'est comme ça un grand travail. L'état des sièges, voilà, c'est ce que j'essaie de dire. L'état des sièges laisse le résultat pas trop escompté. Voilà, justement. Il faut maintenant, cette fois-ci, vous pensez qu'il faut imposer l'état d'urgence, par exemple. Lorsqu'on a mis les moyens pour l'état d'urgence, des sièges, l'état de siège ou d'urgence là-bas à l'Est, l'ennemi du Congo, et ils ont mis d'autres choses. Ils ont commencé à vêtir leurs milices. La même chose que le FARDC. Du coup, il y a eu cette confusion où ils ont commencé à se tirer. Ils croient que c'est les nôtres. Dès qu'ils ont les deux tourneaux, on les tire par derrière. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça qu'il faut travailler, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela ne se fasse plus. C'est à ne pas dormir en fait. Le problème de l'Est du Congo, c'est à ne pas dormir. Je ne critique pas, je ne peux pas les critiquer puisque je sais que moi, Berthe, que je suis là, je ne serais peut-être pas capable de faire même un tiers de ce qu'ils ont déjà fait. Il y a nos frères qui meurent là-bas tous les jours. Les sangs de femmes et enfants, on ne peut pas critiquer. Nos critiques envers cette situation ne peut être que, constructif, que les gens qui sont censés faire ce travail-là se mettent ensemble. Ils peuvent le faire. Les Congolais sont intelligents. Ils aiment beaucoup leur pays. Ils peuvent nous relever ces défis-là. Ils peuvent le faire. Sauf que le Congolais, comme j'ai dit tout à l'heure, avec notre ventre affamé, nous devons parfois nous oublier pour l'intérêt suprême de notre nation. Oublier ses ventres et se dire il faut à tout prix. Il faut à tout prix que nous... Il y a de ces Congolais qui pensent qu'il faut une fois de plus improviser un dialogue. La solution au problème de Congolais, maintenant là, immédiatement, il faut arrêter tout et improviser un dialogue. Dialogue pour avec sauver les pays, empêcher la balkanisation et autres. Dialogue avec le Rwanda. Mais on va dialoguer avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Mais c'est le Rwanda, le dialogue, ça n'aboutit pas. Mais il y a des problèmes internes aussi. Parce que vous avez dit, il y a de ces Congolais qui mettent de l'huile dans le feu, hein, et voilà, il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à la base de la situation qui prévaut aussi à l'Est. Oui, mais vous savez... inviter l'opposition, inviter la société civile, les confessions religieuses, encore se mettre autour d'une table pour... ces gens-là sont habitués. En revue le problème du pays. Ces gens-là sont tout simplement habitués avec la façon d'une certaine époque de faire des dialogues. À la fin des dialogues, ils se remplissent les poches, ils ont des postes. Et moi, je ne pense pas que ça soit une bonne façon de faire les choses. Au contraire, je pense que, personnellement, je pense qu'il faut que la justice soit renforcée. Vous savez, sous d'autres cieux, s'il y a la paix, c'est parce qu'il y a la justice qui fonctionne. Vous faites ceci, vous faites cela, vous répondez à la justice de votre pays. La justice dit, vous avez fait A, voici ce qui est dû. Le code pénal, vous recevez votre punition. Et lorsqu'ils vont constater, ils vont voir qu'ils n'ont plus ce qu'ils ont toujours voulu avoir, ils vont cesser. Quel dialogue? Avoir le dialogue avec le Rwanda et son MV3, pour quelle raison? Le chef de l'État l'a déjà dit, ça ne sert à rien, puisqu'ils n'auront tout simplement pas même 1 mètre de notre sol. Donc, aller faire ce dialogue, c'est-à-dire collaborer, c'est-à-dire leur dire, ok, vous pouvez avoir 1 demi-mètre. Alors que le chef s'est déjà prononcé pour dire, vous ne l'aurez tout simplement pas. Je ne pense pas qu'il y a un dialogue ici à faire. Je ne pense pas. C'est-à-dire, aller faire ce dialogue, c'est se mettre dans une position de faiblesse aussi. N'est-ce pas? Marie-Josée Foucault, à l'époque, avait parlé d'une transition. Elle était contre l'organisation à la va-vite des élections de 2023. Elle pensait qu'une transition
où les acteurs politiques devaient se mettre autour d'une table et c'est un peu de changer, pas bouger les institutions, mais c'est un peu d'ajouter un plus, ça pouvait bien résoudre le problème des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut lui donner raison ou bien... Ça, c'était estomper également le progrès du pays, n'est-ce pas? Hein? C'est estomper les choses. Et est-ce que ce serait normal aussi de faire les choses de cette façon-là et estomper? Non, parfois il faut être agressif ou agressif avec certaines choses. Le pays doit faire sa marche vers l'avant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là à l'Est, c'est une façon d'arrêter d'estomper le progrès du pays, qu'on discute, qu'on parle tout le temps de l'Est et du pays, de ceci, de cela, et dans l'entretemps, qu'on ne s'occupe pas de la famine du peuple congolais, qu'on ne s'occupe pas des érosions qui naissent partout dans le pays, qu'on ne s'occupe pas de l'urbanisation des grandes villes ou le développement du pays, qu'on parle que de l'Est, que de l'Est, que de l'Est. Maintenant, si on avait écouté Madame Ifoku, que vous venez de nommer ici, c'est-à-dire que à l'heure qu'il est, on serait encore dans cette transition. On n'aurait pas fait nos élections. Donc, on serait encore en train de parler autre chose. La porte serait encore grande ouverte avec de grandes discussions. Il faut débattre avec celui-ci, il faut débattre même avec les traîtres de Nanga. Non, moi je pense que ce qui s'est passé est très bien. Nous avons eu nos élections. Le pays est sur les rails. Nous sommes en train d'avancer. Et en avançant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes dans le pays, mais on va réparer le problème aussi longtemps que ça arrive, pourvu que nous soyons, on a des gens adéquats, des Congolais adéquats pour s'en occuper, et on avance ainsi de suite. Moi, je pense. Il faut des avancées significatives quand même, Madame Berthe Wallo, parce que là, comme je vous ai dit tantôt, il faut essayer un peu de faire un petit bilan, bien que c'est très tôt. Les familles de Kinshasa vivent comment, les Congolais vivent comment. Si on prend l'exemple typique de la vie de Kinshasa, il y a l'insalubrité grandissante dans les quartiers, dans les coins et recoins de la ville de Kinshasa. Le panier de la ménagère, les prix de denrées alimentaires, c'est très compliqué. Le taux du dollar. Donc, je me dis, sous peu là, les dollars va se changer à 30, ainsi de suite, et les Congolais ne se retrouvent toujours pas. Mais voilà des choses auxquelles notre gouvernement... de faire vite. Oui, voilà des problèmes également qu'on empêche notre gouvernement avec ces conflits de l'Est de s'en occuper pour que le peuple, justement, se retourne contre les gouvernants en disant que nous mourrons de faim, vous ne faites rien. Tandis qu'eux, ils nous consument tout le recette à l'Est et là-bas. Donc, il faut qu'on s'en occupe effectivement. L'actuel gouvernement est nouveau, même pas 3 mois, même pas 100 jours. Laissons-les la chance de se mettre en place, d'orchestrer leur programme et de les mettre en place et de commencer à travailler. Et vous avez dit ici, vous avez parlé de l'insalubrité de la ville. J'ai vu quelque chose, un document hier ou avant-hier où on montrait l'état déjà à laquelle on a laissé l'hôtel de ville, le gouvernorat de la ville de Kinshasa. C'était horrible. C'était horrible, si ce n'est de la sorcellerie, que de laisser cette institution-là comme ça. Mais c'est là, comme moi je vous dis, il s'agit pour que le pays fonctionne, il faut que le système judiciaire soit vraiment rigoureux. Puisque ces gens-là, ils ont de quoi répondre. Le gouverneur sortant, il a de quoi répondre. Et rien qu'à voir l'état de l'hôtel de ville, il y a de quoi répondre. Et là, je ne parle pas encore de l'état de la ville. Vous avez parlé ici. Je ne parle même pas où sont partis tous les fonds débloqués pour la ville de Kinshasa. Pourquoi la ville de Kinshasa est comme ça? Il doit s'expliquer. Mais puisque le système judiciaire, peut-être, je ne sais pas, je ne pointe pas les doigts, je n'aime pas pointer du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les questions ne se posent pas? Pourquoi ce système-là ne s'est pas allé demander au monsieur sortant pour lui dire, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Que font les inspecteurs? Pourquoi il n'y a pas de contrôle pour voir le fonds
qui ont quitté au nom du gouvernorat. Et qu'est-ce qu'il en a été question? Ça, si ces choses-là ne se font pas, ça va rester la même chose. Les gens vont faire sortir l'argent pour les comptes de projets bidons. Ils vont se remplir les poches pendant que les Quinois, pendant que le Luchois, pendant que comment dire, le Mbujimayo, pendant toutes les grandes villes seront là en train de pleurnicher. Le pays ne va pas avancer parce qu'il y a des individus qui constatent que le système judiciaire ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils feront de moi? Il prend l'argent, il abuse de son statut. Et voilà. Donc il faut que notre système judiciaire se mette à travailler. Essayons un peu de réfléchir là-dessus. Le développement de la RDC peut passer par le développement du secteur agricole. Oui. Comment faire pour avoir l'agriculture ou l'agriculture importante, l'agriculture de valeur, avoir l'agriculture pérenne ou l'agriculture vivrière? Voilà. Déjà, moi, je vais vous dire que pour faire toutes choses, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou où, le petit peuple a besoin de se sentir sécurisé. Sécurisé de quitter sa maison le matin, aller dans son champ, cultiver et revenir en paix. Urbain. Là en aussi, paix. nous déplorons Urbain ça. ou pas, ou urbain ou rural, la même chose. Nous avons besoin d'être sécurisés. Là, je prends l'exemple du Sankourou, où j'ai été récemment candidate aux élections de décembre 2023 à la députation nationale. Là-bas, c'est une petite ville de Lodja que je connaissais. Les gens aimaient bien aller à la forêt, cultiver les rues dans des villages environnants qui ne s'aventurent plus. Pourquoi? Non, une fois qu'ils vont là-bas, il se faut attaquer dans leurs champs. On les arrache tout. Du coup, personne ne veut plus aller cultiver. Et ces inciviques circulent librement. Paisiblement. Et ils se tapent la poitrine. Ils roulent dans des motos. Les motos qu'ils ont même arrachées, ils sont tranquilles. Vous voyez? Et c'est là que j'ai déjà posé le problème de le système judiciaire. Puisque si ces messieurs-là, qui a arraché, qui est allé tuer ma mère au champ, je le vois circuler librement à la ville, c'est tapant même la poitrine et on les craint. Soit moi aussi je vais vouloir devenir comme lui, soit je vais me faire toute petite et je vais déprimer à mort, je vais quitter la ville. Et ça n'arrange personne, dans tous les cas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour booster les agents de l'ordre? Les ressources, pouvoir faire correctement leur il faut à tout prix injecter les ressources à ces services nécessaires. On peut faire des réformes, d'accord, des réformes sont faites. Avez-vous injecté des ressources nécessaires envers les agents qu'il faut, envers les services qu'il faut pour maintenir ces changements? Parce qu'on le voit, les agents de l'ordre, on le voit interpeller le conducteur de véhicule. On le voit, s'il y a un véhicule mal stationné, on le voit récupérer ces véhicules et il y aura deux amendes à payer par après pour récupérer votre véhicule. Toutes les mamans qui vendent, les femmes ou les personnes qui vendent à même les sols dans les points chauds de la capitale sont interpellées. De fois, on arrive à les disperser, ainsi de suite. Mais pourquoi ces agents de l'ordre n'arrivent pas à remédier, par exemple, au phénomène Koulouna, au banditisme urbain d'abord? Je sais que rural aussi, ça existe. Ils sont dans autre chose que dans ce qui empêche la quiétude de la population, notamment l'insécurité. Moi, je ne pense pas qu'ils n'y sont pas. Je ne pense pas. Ils y sont, mais c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a tellement la force de survie. C'est-à-dire ces enfants-là, ce sont nos enfants. Ce Koulouna-là, ou ce Chégui, ce sont nos enfants. Ce sont des humains. Ils veulent vivre. Ils opèrent librement dans les quartiers. Mais le problème est que, est-ce que l'État de leur pays les a donné de quoi vivre? Est-ce qu'ils ont du travail? Est-ce qu'ils étudient? Est-ce qu'on leur donne des petites formations? Kanyamaka CC, là, je me rappelais encore
ces déplacements de ces Kuluna vers Kanyama-Kasese pour des travaux forcés, ainsi de suite. Mais ça n'a pas aussi... non, moi j'ai vu, je pense que ça a donné, puisque j'ai vu après un documentaire avec ces jeunes qui arrivent maintenant à faire des rétrospections pour dire je ne ferai plus jamais. Je pense qu'ils doivent dans la société. Oui, je pense qu'ils doivent continuer avec ça. C'est pas faire des travaux forcés, mais le prendre de force. Parce que là où ils sont aujourd'hui, même si on les arrête, on les relâche, dans le même système, ils vont refaire la même chose. Parce qu'ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas de quoi manger, se vêtir, alors qu'un Quinois veut, comment ils disent, mvoata kumvoata, ils veulent bien manger, ils veulent bien boire. Alors pour faire tout ça, il faut quoi? Il faut aller agresser les gens. Alors pour arrêter ça, il faut continuer, il faut vraiment que ça devienne tout un système de prendre nos enfants-là, les amener à Kanyama-Kasese, c'est-à-dire que ça devienne par, comment on dit, session, si vous voulez, la première session, et puis on amène d'autres, et puis ainsi de suite, et ceux à qui on a donné des formations, on leur donne carrément du travail aussi après. On les injecte, soit dans je sais pas, dans des entreprises ou même dans des travaux des champs. On leur donne des carrés, par exemple. Vous pouvez cultiver ici, si vous voulez. Cultivez vos maïs, cultivez vos ceci, vos cela. Puisqu'à l'heure qu'il est, ils ne vont pas les récupérer aussi. Et s'ils ont compris, on les a déjà éduqués. On les a déjà éduqués. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut seulement rester à Kanyama-Kasese. Le Congo est grand. Le Congo est grand, on peut les disperser. Certains vont vouloir revenir sur Kinshasa, mais pas tous. Mais dans l'entretemps, ils vont également grandir. Voilà, Madame Berthe Walo, nous sommes à la fin de cette émission. Un message particulier, comment les femmes se portent au sein de votre parti, formation politique, et donner un message pour que nous puissions clôturer. Les femmes se portent à merveille. Elles sont toujours là en train de militer. Comme a dit Patrice Lumumba, c'est-à-dire il faut donner à la femme congolaise la place qui lui est due. Et à l'heure qu'il est, je ne pense pas que nous pouvons encore vraiment critiquer cela, car l'actuel président, je vais dire gouvernant, est celui qui a donné beaucoup plus de chances aux femmes, jusqu'à aller nommer une femme la toute première première ministre de ces pays. Nous ne pouvons qu'applaudir. Tandis que lorsqu'on regarde de l'autre côté, en tant qu'une femme de l'MNC, le parti de Patrice Lumumba, le parti qu'on a honoré, la personne qu'on a honorée et appelée héros national se retrouve nulle part, que ce soit la femme, que ce soit l'homme de l'MNC. Et pourtant, nous sommes là avec vous, nous soutenons l'actuelle politique, nous soutenons, mais nous ne nous retrouvons nulle part, les oubliés. Pourtant, nous sommes un parti avant-gardiste, ceux qui ont payé cher pour que ce pays soit là où il est aujourd'hui. Voilà, le message est passé, Madame Berthe Walo. Merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. Bravo, vous êtes très bien défendu. Là, c'est moi personnellement qui semble le dire. Voilà un peu ça. Nous sommes à la fin. Vous avez pris l'émission en cours. La rediffusion ce demain à 8h, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence. Merci aux preneurs de vue et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Et nous comptons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Une très belle soirée à tous et à chacun.